Merci d'être avec nous sur TV5 Monde. 64 minutes se poursuit avant de retrouver notre grand témoin. Retour sur l'actualité. François Hollande reçu par le pape au Vatican, une audience privée qui survient 3 semaines après l'assassinat du père Hamel dans son église en Normandie. Le président français est allé saluer sa mémoire à l'église Saint-Louis des Français. Vers une sortie de crise politique en Espagne, le chef du gouvernement Mariano Rajoy a obtenu le feu vert de son parti pour un accord avec le mouvement centriste Ciudadanos. Il appelle à former un gouvernement et vite. Scandale à Rio, le patron des comités olympiques européens a été arrêté. L'Irlandais Patrick Hickey est soupçonné d'avoir participé à un réseau de vente illégale de billets. Pris d'un malaise, il a été emmené à l'hôpital. Et les JO côté sport, une 8e médaille d'or pour la France. C'est le quatuor Bost, Rosier, Le Prévost et Stowe qui a remporté en saut d'obstacle par équipe devant les États-Unis et l'Allemagne. Les cavaliers permettent à la France de se hisser à la 6e place au classement des médailles. Voilà pour l'actualité. Place maintenant à notre grand angle. Espion le jour, romancier la nuit, Percy Kemp est aussi à la tête de la Direction générale de l'imagination politique à la Commission européenne, service qu'il a totalement inventé. Britannique et libanais d'origine, il écrit en français des romans d'espionnage, des essais aussi. Percy Kemp est notre grand témoin. Bonsoir. Bonsoir. Alors, votre dernier livre, Le Grand Jeu, est paru aux éditions du Seuil. On y retrouve votre héros, le trait dandy et nonchalant, Harry Boone, espion malgré lui, un roman d'espionnage. Mais le grand jeu, c'est très réel finalement. Expliquez-nous, vous nous l'expliquez dans le livre, mais qu'est-ce que c'est le grand jeu ? Le grand jeu, au départ, c'est la lutte pour le pouvoir que l'Angleterre et la Russie se livraient en Asie, essentiellement autour des Indes. Et dès le départ, ça a été un quiproquo, parce que d'une part, les Anglais, voyant les Russes s'intéresser à l'Asie centrale, ont eu peur que les Russes les attaquent en Inde. Alors ils ont envoyé des troupes en Afghanistan. Voyant quoi, les Russes ont eu peur que les Anglais les attaquent en Asie centrale, donc ils ont envoyé des troupes. Et ça a commencé par un quiproquo. Et bon, c'est ça le grand jeu. Oui, et vous nous dites aussi, nous expliquez que le grand jeu, c'est de toujours avoir un ennemi, finalement. C'est vrai, parce qu'on survit rarement à son ennemi quand on est politique. On a toujours besoin d'un ennemi. D'ailleurs, on voit les hommes politiques s'inventer tous les jours des ennemis. Et un des problèmes du terrorisme actuel, c'est que c'est plus une menace qu'un ennemi. C'est pas quelqu'un d'identifiable. C'est des gens qui sont permutables. Et ça ne fait pas l'affaire des politiques. Et vous êtes un expert en stratégie ou un espion, un peu des deux ? Je ne peux pas dire que je suis un espion. Pour être un espion, il faut avoir une âme de serviteur, et je pense que je n'ai pas une âme de serviteur. En revanche, vous êtes conseiller en stratégie. Je ne sais pas si je suis conseiller, mais je m'intéresse à la stratégie. Oui. Je m'intéresse à la stratégie, surtout aujourd'hui où on assiste à une rupture très importante dans le domaine où la stratégie se développe. Jusqu'à très récemment, la stratégie a été surtout une affaire de géopolitique, c'est-à-dire qu'elle était liée à la Terre, et aujourd'hui elle passe dans l'espace. Et ça, c'est tout à fait un autre grand jeu, je dirais, qui n'a rien à voir avec ce à quoi vous et moi on est habitués. Et quand donc, vous dites dans l'espace, c'est-à-dire au niveau des satellites, le fait de c'est-à-dire au niveau contrôler... de l'espace lisse, qui fait, par exemple, que la puissance impériale d'aujourd'hui n'assume plus les devoirs qui allaient par le passé avec la fonction impériale, que ce soit une fonction impériale romaine ou britannique ou française, où il s'agissait de gérer des populations, de les exploiter évidemment, mais d'amener aussi un plus, mais en tout cas de gérer des populations, d'occuper des territoires et de les gérer. Et aujourd'hui, la puissance impériale américaine se refuse à jouer ce jeu, parce qu'elle se situe complètement ailleurs, c'est-à-dire dans l'espace. Elle ne croit pas à la gestion, elle ne croit pas aux vertus de gagner l'autre à soi. Elle se contente d'imposer sa loi sans vouloir imposer sa foi. Et dès qu'il y a un danger qui pointe, elle se contente de le neutraliser à distance. On le voit avec la télédomination, avec les drones, avec les missiles de croisière.
avec le fait de tuer à 10 000 km de distance, sans prendre aucun risque. Donc, tout est dématérialisé ? Tout est dématérialisé, mais aussi on nie... La gestion du monde ne les intéresse pas, en fait. Donc c'est une nouvelle forme d'empire auquel on n'est pas habitué. Et je pense que ça, c'est très intéressant. D'ailleurs, vous précipitez dans le grand jeu, vous précipitez le monde dans le chaos. Oui. Il y a les rapports de force s'inversent totalement. Et vous faites retourner un peu les hommes, pas à l'âge de pierre, mais presque. Hein, il faut qu'ils trouvent à manger. Voilà. Est-ce que vous pensez qu'on va vers là ? Est-ce que trop de technologie nous précipite vers le chaos ? Ce que je pense, c'est que dès lors que la puissance dominante ne veut plus assumer sa fonction impériale, comme Rome le faisait, elle permet son seuil de tolérance à l'égard de la violence qui se déroule un peu partout dans le monde hausse considérablement. Et dès lors, tous ceux qui sont en bas, c'est-à-dire à ras de terre, comme nous, en souffrent, évidemment. Donc, ce n'est plus le même seuil de tolérance. Ce qui était inacceptable aux Anglais quand ils disaient ce qui est mauvais pour le commerce est mauvais pour l'Angleterre, ce qui était intolérable pour les Romains, avec la Pax Romana, est tolérable pour les Américains. La Pax Americana n'est pas comme la Pax Romana. Et dans le grand jeu, ce sont les services secrets britanniques qui ont conduit le monde au chaos. C'est le renseignement qui guide le monde aujourd'hui, les services de renseignement ? Non, je pense pas. De moins en moins, je dirais. De moins en moins. Je pense que pendant longtemps, le politique a pu se fonder sur le renseignement pour élaborer des politiques. Aujourd'hui, le politique demande uniquement au renseignement de trouver des arguments pour justifier une politique qui a déjà été arrêtée. Et je pense que ça, c'est une autre nouveauté, disons, une autre rupture avec le passé. On l'a vu avec l'Irak, par exemple, où Tony Blair a renvoyé 12 fois la copie des services secrets britanniques sur les armes de destruction massive de Saddam Hussein, la jugeant à chaque fois pas assez sexy. Il voulait quelque chose qui puisse lui permettre de justifier une intervention en Irak. Non, je pense que non, les services secrets sont en perte de vitesse. En tout cas, les services secrets humains, pas les services secrets technologiques. Oui, parce que là, la cybersécurité, elle est en pointe. Et c'est inquiétant ? Non, on n'a pas à s'inquiéter puisque ça existe. C'est la société dans laquelle on vit. Il faut accepter ça. C'est-à-dire que il y a 50 ans, la mobilité des gens n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Donc, il est normal que les services de renseignement ne s'occupent plus d'individus, mais de comportements, qu'ils s'occupent plus de personnes précises, mais qu'ils s'occupent de flux, de gens qui se déplacent. Moi, quand j'étais à l'université en Angleterre, j'allais à la bibliothèque, je prenais un livre, et puis en sortant, je notais sur un petit papier ce que j'avais pris comme livre, et je le mettais dans une boîte. Il n'y avait aucun contrôle. Mais c'était parce que dans cette université, tout le monde se connaissait. Et maintenant, c'est la mondialisation. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, alors, parmi vos nombreuses casquettes, vous avez été à la tête de la Direction générale de l'imagination politique à la Commission européenne. Alors, elle manque d'imagination aujourd'hui, l'Union européenne. C'est pour ça que les Britanniques sont partis ? Il est certain qu'elle manque d'imagination politique. Je pense que c'est Delors qui ont demandé pourquoi ça ne marche pas, l'Europe, pourquoi il n'y a pas un élan. Et il dit, vous ne pouvez pas demander aux gens de tomber amoureux d'un marché commun. Et il est évident que parce que l'Europe a placé tout sur un plan rationnel, de chiffres et économique, il y a quelque chose qui manque. Est-ce que ce ne sont pas les Anglais ? Quelle est la responsabilité des Anglais dans cette approche Je ne pense pas que ce soit les Anglais. Les Anglais, comme tous les autres membres de la commission, de la communauté européenne, de l'Union européenne, ils font leur intérêt. Leur intérêt, à un moment donné, a été de se retrouver en Europe, parce qu'ils se sont rendus compte que la relation spéciale qu'ils affectionnaient avec les Américains existait dans leur esprit, mais pas dans celui des Américains, puisque les Américains regardaient vers le Pacifique
beaucoup plus qu'ils ne regardaient de ce côté de l'Atlantique. Et donc ils avaient besoin d'une ligne à haute tension sur laquelle s'accrocher. Et aujourd'hui, ils vont essayer de se trouver une ligne de substitution de haute tension qui sera, à mon avis, en partie européenne, en partie non européenne. Et vous qui aimez justement la stratégie, est-ce que vous vous attendiez à ce Brexit? Non, je ne peux pas dire. Je pensais que la mégapole aurait raison des partisans de la jacquerie, je dirais. Parce que le vote pour l'Europe ou contre l'Europe, le vote qui a eu le 23 juin en Angleterre n'est pas un vote contre l'Europe, en fait. C'est un vote je dirais, des campagnes contre Londres. C'est essentiellement ça. Parce que moi, quand je vais en Angleterre, je sors de Londres, je vais à Liverpool pour voir des matchs de foot. Et vous ne pouvez pas vous imaginer la différence qu'il y a entre Londres et le reste du pays. C'est un autre pays, Londres. Et donc, je pensais que la City gagnerait, que la peur de l'inconnu serait suffisante chez les Anglais pour qu'ils ne fassent pas le saut. Et j'ai eu tort. Mais c'est une jacquerie, d'une certaine manière, puisqu'on a vu que les leaders de cette jacquerie se sont sabordés l'un après l'autre, et que le Brexit a été récupéré par le mainstream du Parti conservateur. Alors vous êtes d'origine britannique, libanaise, mais vous avez choisi d'écrire en français, oui. en plus c'est peut-être un excellent français. Pourquoi? C'est très aimable à vous. La raison essentielle est personnelle. Je suis marié à une Moldave qui connaît bien le roumain, le français et le russe. Et moi, je connais le français et l'anglais et l'arabe. Et le français est notre langue d'intimité. Et donc, si je ne veux pas risquer un divorce, j'ai intérêt à écrire en français. C'est un peu la langue de l'amour, on va dire ça comme ça. Voilà. Ça. Et pour revenir donc à ce grand jeu, votre dernier livre, votre héros Harry Boone se voit comme un électron libre. Il a aussi une vision très désenchantée quand même de l'avenir, de l'homme. Vous la partagez? Je pense que aujourd'hui, les désordres que nous vivons sont tels que si on ne prend pas un peu de distance, on est complètement happé. Enfin, je ne devrais pas dire ça à une journaliste qui est dans l'actualité tous les jours, mais il est de fait que ne pas prendre distance nous envoie trop d'ondes négatives et nous perturbe la vie. Je pense que, comme Harry Boone, il faut accepter le monde politique et les politiciens comme on accepte le beau temps et le mauvais temps. Et quand il fait très mauvais, soit on reste chez soi, soit s'il faut sortir, on prend un parapluie. Très bien, on se quittera sur ce conseil. Merci Pierre Sicam d'avoir été notre grand témoin. Et je conseille à tous nos téléspectateurs de se plonger dans le grand jeu en espérant que ce roman ne soit pas prémonitoire. C'est paru aux éditions du Seuil, c'est une trilogie, donc j'ai hâte de lire la suite. Merci encore d'avoir été avec nous.